Bienvenue à ces numéros spéciaux de votre magazine Le Point. Enjeux et dangers des propositions de loi modifiant et complétant la loi organique numéro 13-0/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre initié par les députés Aubin Minakou et Gary Sakata. Voilà les thèmes qui va guider ces numéros spéciaux qui reçoit pour vous Yves Kissombe, cadre du PPRD, j'allais dire membre du FCC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, John Gombois. Merci. Alors, j'imagine que vous soutenez les 3 propositions de loi. Dites-nous pourquoi. D'abord, John Gombois, je soutiens la démocratie parlementaire, qui correspond au système politique que la RDC s'est choisi dans la Constitution du 18 février 2006. Nous sommes un régime semi-présidentiel où le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale de la politique de la nation, et le premier rôle des députés, c'est de voter les lois, vous le savez, oui, en prenant notamment l'initiative de propositions de loi. Pour ce faire, il est important de souligner qu'en République, dans un État de droit, en démocratie, la vie institutionnelle est capitale pour donner l'élan du redressement économique, du progrès social dans un pays, dans tous les secteurs. Et pour ce faire, la loi de la démocratie, vous le savez, c'est la loi de la majorité contre l'opposition. Mais cette majorité-ci est un peu spéciale, parce qu'il s'agit d'une coalition gouvernementale. Il s'agit d'une coalition à l'Assemblée nationale qui forme une majorité parlementaire au-delà de la majorité numérique que possède ma famille politique, le FCC, qui regroupe, comme vous le savez, environ 340 députés, qui sont donc des groupes parlementaires s'identifiant politiquement du FCC. Et donc l'idéal, c'est toujours que le débat démocratique, le débat parlementaire, qui est aussi citoyen, qui intéresse les citoyens, il est normal que lorsque on n'est pas d'accord et qu'on juge utile de manifester, on le fasse. Le minimum de consensus sur la démarche démocratique, nous la souhaitons, cette démarche, nous souhaitons ce minimum. Nous n'aimerions pas imposer notre poids numérique pour le passage d'une loi. Il est utile et nécessaire même que le débat démocratique parlementaire ait lieu. Mais si les amis du cash, les députés, les groupes parlementaires, ne veulent pas aller jusqu'au bout de ce processus, il appartient à la majorité parlementaire qui est là pour voter la loi d'aller jusqu'au bout de cette démarche démocratique ou d'apprécier l'opportunité à un moment ou à un autre. Moi, je soutiens... Je voudrais juste vous permettre de Le cadre, continuer. c'était important. Oui, je voudrais vous permettre de continuer votre développement. Mais j'allais juste rebondir pour dire que pendant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission, il me revient que le groupe parlementaire CASH à l'Assemblée nationale ne va plus poursuivre les discussions autour de propositions de loi déposées par les députés FCC. Selon le député Tony Mwaba, il a déclaré que les discussions autour des propositions de loi se trouvant actuellement à la commission PAJ sont interrompues pour eux et qu'il était totalement inopportun de proposer ces lois. Nous allons arriver à poser la question sur l'opportunité, parce que vous avez dit que nous sommes en République et qu'il y a une démocratie parlementaire qui a un certain nombre de procédures. Alors, je voudrais poser 2 questions. Est-ce qu'aujourd'hui, le FCC, vous l'avez dit, qui a
une majorité décisionnelle dans les deux chambres, est-ce que le FCC peut aussi, si des arguments qualitatifs lui sont opposés, revenir sur sa position et ne pas faire jouer la majorité, j'allais dire mécanique, d'une part. D'autre part, quelle est l'opportunité de cette révision de la loi organique qui organise la magistrature? Vos deux questions, ou sous-questions d'une problématique, sont celles de la culture politique en réalité, de la manière dont on utilise les outils démocratiques dont on dispose en jugeant de l'opportunité. C'est vrai, le FCC, nous avons la majorité décisionnelle à l'Assemblée nationale, au Sénat encore plus, donc nous contrôlons le Parlement. Nous sommes en coalition, nous souhaitons que ça soit toujours dans une démarche de consensus si possible. Mais lorsque vous m'annoncez qu'au gouvernement ou même à l'Assemblée nationale, nos partenaires se retirent des discussions sur une proposition de loi, moi, je trouve cela anti-républicain. Parce qu'on ne peut pas reprocher à des députés de juger de l'opportunité, de leur manière, d'une proposition de loi. Si moi, député national, je propose une loi, ça veut dire que je la trouve opportune. À vous, à la travailler avec moi, à y apporter des amendements et au final à être d'accord ou pas avec le texte qui sera soumis au vote, mais vous ne pouvez pas m'imposer le choix de l'opportunité qui n'est pas le vôtre, parce que vous n'êtes pas l'auteur de cette proposition. L'initiative de la proposition appartient à chaque député national et le mandat n'est pas impératif. Ça, c'est une attitude qui tente à faire du député un élu, un homme d'État, une femme d'État, un responsable, une responsable qui doit se soumettre aux dictats politiques de l'adversaire ou du partenaire. Ce n'est pas correct. Je pense que sur le fond, on en reparlera. Oui, bien sûr. Mais je trouve que cette attitude, ça dénote un manque de culture politique, démocratique dans notre pays. Ouais. Et qu'il y a tout un mystère ou une mauvaise réputation qui est faite sur ces propositions de loi, alors qu'en réalité, nous pensons de bonne foi que ce sont de bonnes idées qui tendent à renforcer la bonne administration de la justice, à la rendre plus efficace pour le citoyen, pas nécessairement pour le corporatisme des magistrats, mais pour le citoyen, pour le justiciable congolais. Lorsqu'on veut que le ministre de la Justice, qui est un des acteurs de la justice, il n'y a pas que le pouvoir judiciaire, il n'y a pas que les cours et tribunaux. Bien sûr, les cours et tribunaux disent le droit, mais le gouvernement, le Parlement, les citoyens concourent à la bonne administration de la justice. Vous le savez, vous avez suivi par le passé ou plus récemment des avocats se plaindre, je suis moi-même avocat, se plaindre de certaines attitudes, de certaines décisions des magistrats. Les magistrats eux-mêmes aussi renvoyaient, si vous voulez, la politesse aux avocats, parce qu'en réalité, il y a plusieurs acteurs dans le monde judiciaire. Et il n'est pas mauvais que le ministre de la Justice, qui conduit la politique pénale du gouvernement, se concerte avec les procureurs généraux. Vous savez qu'il y en a 27 dans notre pays, parce qu'il y a les 25 provinces, plus 2 procureurs généraux au niveau des cours d'appel, donc à Kinshasa. Ça fait 27 procureurs généraux qui doivent se concerter avec le ministre de la Justice. Bien sûr, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, mais le Conseil supérieur de la magistrature, les honorables Aubin Minakou et Sakata ont pensé qu'il devait être aidé à aller au-delà de son corporatisme. Oui, attendez, voilà, donc, vous êtes déjà voilà, dans le fond, voilà, comme vous dites, mais moi je voudrais profiter du fait que vous avez évoqué le ministre de la Justice oui. Pour démontrer que, en réalité, ces propositions de loi semblent à un autre niveau, en réalité, d'un combat que le ministre de la Justice avait déjà entamé
et qu'il avait perdu devant la cour, parce que le 17 avril 2020, il est allé déposer au Conseil d'État une requête en interprétation, justement, sur la réforme. Sur cette réforme. Et les prérogatives du ministre de la Justice. Oui, justement, parce qu'il voulait avoir un peu plus de droit, renforcer son droit d'injonction sur le magistrat debout, comme on dit. Oui. Mais il avait été débouté, justement, le 15 mai par le Conseil d'État. Alors, est-ce que c'est qu'il n'a pas pu obtenir dans une démarche judiciaire, finalement, c'est ce qui va se faire au niveau parlementaire? Non, ce n'est pas tout à fait ça, John Gomboa, parce que le Conseil d'État a rappelé que le pouvoir d'injonction du ministre est un pouvoir d'injonction positive, c'est-à-dire que le ministre a le pouvoir de dire aux parquets généraux « poursuivez, faites votre travail ». Dans tel cas, voilà, je dénonce tel cas, je vous soumets tel cas, instruisez, faites le nécessaire. Mais le ministre ne peut pas donner d'injonction négative, il ne peut pas s'immiscer dans les affaires judiciaires et dans les enquêtes, dans les instructions, et empêcher celles-ci d'aboutir. Ça, personne n'y a touché. Le Conseil d'État a, comme vous l'avez dit, rappelé les limites des prérogatives du ministre. Mais le Conseil d'État dit les contours de la loi, c'est ça son travail par rapport aux actes des autorités administratives. Le Conseil d'État veille à la légalité des décisions administratives, mais le Conseil d'État, comme les autres branches du pouvoir judiciaire, ne fait pas la loi. Eux, ils disent le droit. Qui fait la loi? C'est le Parlement. Vous voyez, donc, les tâches en République, dans un système politique, sont réparties parce que le pouvoir d'État est un. Et donc, il appartient à chacun de remplir sa tâche. Ce sont les parlementaires qui font la loi. Mais dans la plus grande cohésion nationale possible. Vous dites, en gros, que il ne faut pas établir un lien entre la démarche faite précédemment par le ministre de la Justice, le vice-premier ministre en charge de la Justice, au niveau de la Cour... du Conseil d'État. Du Conseil d'État plutôt, oui. Et les propositions des lois faites par le député Aubin Minakou et Gary Sakata. Mais non, le gouvernement... Il n'y a pas de lien. Non, il s'agit d'une matière déterminée, qui implique plusieurs acteurs, mais les responsabilités ne sont pas les mêmes. La justice fait son travail, dit le droit, se prononce sur la constitutionnalité ou la légalité des actes qui lui sont soumis, le gouvernement exécute les lois, conduit la politique de la nation, le Parlement fait la loi. Oui, nous sommes d'accord. Oui, donc je veux dire, moi, peu importe le lien qu'il peut y avoir, ici, il faut respecter l'initiative parlementaire qui revient aux députés, n'est-ce pas? Les propositions de loi. Même si le gouvernement a un avis contraire, mais le député, lui, peut soumettre par la procédure législative au vote, n'est-ce pas, ces propositions. Moi, j'aimerais comprendre avec vous le fait que, comme on dit, les faits sociaux sont totaux et globaux, oui. et déconnecter... lire tout cela sans tenir compte du contexte ne serait peut-être pas la meilleure manière, parce que vous ne devrez pas non plus oublier qu'il n'y a pas fort longtemps, tous les FCC étaient montés contre ce qu'ils ont appelé la République des juges. Oui, oui. Et tout cela, quand vous mettez dans le même panier, vous comprenez tout de suite que c'est un plan qui va dans le sens de fragiliser ces juges qu'ils avaient condamnés. John Gomboa, si vous contextualisez les choses de manière trop factuelle, on ne va pas s'en sortir, alors qu'en réalité, il s'agit d'un débat de principe. La justice doit être indépendante, elle doit être efficace.
les idées peuvent diverger sur l'efficacité de la justice. Là, tout le monde est d'accord pour une justice indépendante, le plus proche possible des citoyens, c'est-à-dire la plus accessible possible, c'est ça que nous voulons, la plus accessible financièrement, en termes d'organisation, de fonctionnement, etc. Chacun a un rôle à jouer. Si la proximité politique des uns et des autres intervient, il n'enlève rien comme fait, ce fait-là, au débat démocratique, n'est-ce pas? Donc, on ne cache pas son identité. Il peut y avoir une proximité idéologique, philosophique, politique entre le ministre de la Justice actuel et les députés, peu importe, comme il y a une proximité politique entre le président de la République et les élus de CACH, de l'UDPS, ça, ce sont des réalités politiques légitimes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les parlementaires ont leur pouvoir, leur devoir, et que ici, il s'agit d'une question de principe, où on est d'accord pour continuer les réformes. Ça n'a rien à voir avec des réalités ponctuelles, conjoncturelles. La justice, comme tout pouvoir, doit être équilibrée en termes justement, de prérogatives, en termes de capacité. Vous savez, en démocratie, la démocratie, c'est le seul système politique qui garantit les droits et libertés. Oui, ça on a compris. Mais c'est très important. Oui. Et qui est le garant des droits fondamentaux et des libertés fondamentales? Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le Parlement, ce sont les cours et tribunaux. Oui. Et donc c'est très important, ça intéresse tout le monde. Oui. Donc le fonctionnement de la justice, l'efficacité de la justice intéresse John Gombois autant qu'Aubin Minakou, autant que l'honorable Sakata et moi et tous les autres. Il n'y a pas certains qui sont plus désireux de justice que les autres. Non, non, effectivement. Et donc les gens, John Gombois, je termine, les gens critiquent ces propositions, alors qu'en fait, elles sont dans leur intérêt. Vous êtes pour les abus des magistrats? Non. Vous êtes pour les abus des ministres? Non. On veut créer un équilibre. Vous êtes pour les abus des parlementaires? Non. On veut un équilibre. Et donc, quand on constate que le Conseil supérieur de la magistrature ne sanctionne pas assez les magistrats fautifs, vous pensez qu'il n'y a que des politiques, des avocats, des journalistes, des caméramens qui commettent des abus? Il n'y a pas de magistrats qui commettent des abus? Des médecins ou des mécaniciens, des pousse-pousseurs? On est dans une société où les problèmes concernent toutes les activités, n'est-ce pas? Tout à fait. Je voudrais ce que nous voulions, avec ce vous, que Aubin Minakou oui, et l'honorable Sakata veulent, c'est renforcer les équilibres de pouvoir pour plus d'efficacité au sein de la justice, en donnant un rôle un peu plus accru au ministre de la Justice, mais sans enlever du pouvoir ni au président de la République, évidemment, qui nomme les magistrats, ni au procureur, ni aux juges. Mais dans le cas d'espèce, parce que bon, vous m'avez ouvert la fenêtre de nommer le magistrat. Déjà que, peut-être pour aider ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas les méandres des judiciaires, et ce n'est pas évident non plus, la question se pose essentiellement au niveau de ce qu'on nomme les magistrats debout et les procureurs. Parce qu'il y a les juges et les procureurs. Tout à fait. Alors, selon la loi ou les projets, les propositions de loi, proposé par les députés Aubin Minakou et Gary Sakata, ils considèrent que les procureurs, il est trop indépendant. En fait, il va falloir qu'il y ait une autorité qui puisse les contrôler et lui donner des instructions, je crois. À moins que je me trompe. Ce n'est pas ça. C'est quoi? Mais je peux comprendre que l'on dise ça, mais ce n'est pas ça en réalité. Alors? D'abord, les procureurs de la République, les procureurs généraux, font leur travail de magistrats en toute indépendance dans le cadre de l'unicité du parquet, n'est-ce pas? Ils agissent, ce sont les magistrats debout, comme vous le dites, ils sont chargés notamment de rechercher les infractions et de poursuivre les auteurs devant les tribunaux. Ils font ce travail-là et le ministre ne peut que les pousser à faire ce travail, il ne peut pas les freiner. Ça, c'était déjà acquis. Ce que nous voulons maintenant, c'est que les procureurs
puissent être mieux encadrés en termes de conduite de la politique du gouvernement. Parce que la justice reste un secteur de la vie nationale géré aussi par le gouvernement. Oui, mais voyez-vous, concrètement, parce que vous parlez des nominations, vous parlez des nominations. Dans le détail de ces propositions de loi, on se rend compte que le ministre d'État, qu'est-ce que je dis, le ministre de la Justice, il va avoir la possibilité de faire une sorte de nomination provisoire qui pourra être validée 1 an après par les chefs de l'État. Vous voyez, ce sont des questions techniques que vous, John, parce que vous vous penchez dessus en tant que journaliste professionnel, mais que tout le monde ne peut pas très bien comprendre, alors on doit bien expliquer à nos compatriotes. C'est une idée, ce n'est pas quelque chose d'absolument catégorique, qu'il faut absolument accepter, mais pourtant ce serait bien. Quand le président de la République nomme des magistrats, bien souvent, il y a des ratés là-dedans. Il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur. Il y a des erreurs par rapport au choix du Conseil supérieur de la magistrature. Ou le corporatisme aussi. On a voulu, pour plus d'indépendance, détacher le corps des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature, de l'autorité présidentielle, parce que à l'époque, c'était le président de la République qui présidait le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est plus le cas maintenant, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, bon, il y a un ordre protocolaire. Mais aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que si le ministre qui a en charge la justice peut aider à l'efficacité de la justice et au choix des magistrats que le président de la République nomme, c'est en faisant en sorte qu'il y ait une espèce de tri utile, de tri responsable, pour que le président, qui ne peut pas connaître un à un les magistrats, puisse avoir un bon choix au-delà du corporatisme, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça. Donc c'est impliquer un peu plus le gouvernement pour plus de justice, plus d'équité, plus d'efficacité pour une bonne administration de la justice. Je vous rappelle simplement que le ministre de la Justice demain, c'est une coïncidence qu'il soit de notre bord politique. Je ne sais pas, quelqu'un avait posé la question de savoir si... Il peut être UDPS demain, il peut être la Mouka demain, ou je ne sais quoi. Ce sont des questions impersonnelles. Voilà. Alors, en fait, dans l'exposé des motifs de ces lois, les députés Aubin Minaku et Gary Sakata partent du fait que la loi organique du 13 avril 2013 sur le statut des magistrats. Oui, sur le statut des magistrats n'avait pas été, j'allais dire, harmonisé ou terminé. Il y avait des aspects, justement, où on avait décroché les magistrats debout, les procureurs, on l'avait décroché. Il était devenu presque un sujet du droit administratif. Absolument. Et que, par conséquent, il dépendait non plus du Conseil supérieur de la magistrature, mais plutôt du gouvernement. Or, les puristes du droit sont d'accord que les magistrats debout n'est pas pour autant un administratif, c'est un élément, j'allais dire, ils utilisent le terme hybride. Il dépend, certes, du gouvernement, mais dans un contexte précis. Absolument. Mais il est en soi un magistrat à part entière et qui revendique aussi son indépendance, ce qui ne sera pas le cas si on s'en tient après au libellé de loi Minaku et Sakata. Absolument. Il y a des catégories de fonctions publiques au sens large, d'agents de l'État au sens large. En particulier, vous n'allez pas me dire que le statut du militaire est un statut de fonctionnaire ordinaire. Il y a des particularités. Le magistrat, qu'il soit magistrat du parquet ou du siège, est un serviteur de l'État avec des spécificités. En quoi le juge est indépendant, il a un statut, il est inamovible. Ça, ce sont les principes, pas toujours la réalité pratique, mais ce sont les principes. Et
les procureurs, les officiers du ministère public, eux, ne font pas, vous le savez, depuis la révision de la Constitution en janvier 2011, à laquelle j'ai participé. Je rappelle que j'ai été rapporteur adjoint de la commission du Congrès de révision constitutionnelle. Et qu'est-ce que nous avons fait à l'article 149 ? Nous avons précisé que le pouvoir judiciaire, ce sont les cours et tribunaux des trois ordres, n'est-ce pas ? Les cours et tribunaux de l'ordre constitutionnel, de l'ordre administratif avec le Conseil d'État, Cour constitutionnelle, et puis de l'ordre judiciaire avec les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, Cour de cassation jusqu'au tribunal de paix. Ça, c'est ça le pouvoir judiciaire. Il n'y a pas le parquet, là. Le parquet, ce sont des magistrats qui sont attachés au pouvoir judiciaire. Ils en font partie de manière large. Et donc, on ne peut pas les considérer comme des fonctionnaires, j'allais dire ordinaires. Il y a un statut particulier. Ça, je suis d'accord avec ça. Et la seule chose que nous souhaitons, et que c'est l'esprit, parce que ces réformes, elles ont commencé avant ceux qui font du bruit aujourd'hui. Ça fait 15 ans qu'on est dans la réforme des institutions, notamment de la justice. Aujourd'hui, on est heureux de s'adresser au Conseil d'État, à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation, mais ce sont des réformes que les Minakou, entre autres, et nous-mêmes, avons initiées et, n'est-ce pas, mises en œuvre. Donc je pense qu'il faut de la culture. Je voudrais justement de la culture. Je voudrais vous lire. Donc moi je vous ai répondu pour vous dire qu'effectivement, et il n'est pas question, les magistrats, d'abord, vous savez, dans une société qui fonctionne bien et qui va de l'avant, notre société n'a pas que des failles et des défaillances. Les magistrats ont une autorité morale dans la société. Donc ce sont des régulateurs de la société, hein, n'est-ce pas? Et donc ce sont aussi les garants de nos droits. Alors je voudrais peut-être évoquer un collègue à vous qui est juriste, c'est le professeur Joly. Il dit que l'officier du ministère public, c'est une publication, un poste qu'il a fait, l'officier du ministère public n'est pas un fonctionnaire de droit administratif commun, qui aurait été exclu par la révision de 2011 du pouvoir judiciaire. La révision de 2011 n'a pas retiré la qualité des magistrats à l'organe de la loi. Ah, tout à fait, tout à fait. Je pense que quand on parle de retrait, c'est pour ça que j'ai dit, on a précisé les choses concernant la définition du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, ce sont les cours et tribunaux des trois ordres. Et j'allais dire, par extension, on peut le comprendre, par extension, les bras gouvernementaux qui concourent à la bonne administration de la justice et que sont les parquets. Ouais, donc on ne peut pas, donc il y a ce caractère hybride, l'appartenance à l'action gouvernementale, parce qu'il y a une politique judiciaire, une politique pénale notamment, hein, que les magistrats du parquet exercent, et là il y a nécessairement l'œil et l'autorité du ministre de la Justice. Il ne faut pas oublier qu'il existe un ministère de la Justice, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas seulement parce qu'il faut mettre à la disposition des magistrats les moyens et les infrastructures, moyens financiers et infrastructures, etc. C'est parce qu'il y a aussi une politique à mener. Donc vous comprenez, donc, le professeur Joly dit bien les choses, ce ne sont pas des fonctionnaires ordinaires, personne n'a dit cela. Disons que tout est question d'approche par rapport à l'étendue de leur autonomie ou à l'étendue de leur capacité d'action. Mais lorsque vous lisez la Constitution, vous vous rendez compte que les articles 82 et 152 maintiennent les magistrats du parquet dans le pouvoir judiciaire par les conseils supérieurs de la magistrature. Ils sont encore liés là-bas. Mais c'est pour ça que je vous dis, non, c'est pas... C'est-à-dire que... Qui proposent leur nomination et... Ils sont magistrats. Oui. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats... Qui proposent leur nomination, leur révocation... bien sûr. Mais les magistrats, ce sont les procureurs et les juges. On n'a pas dit qu'ils n'étaient plus magistrats. On dit simplement que ces magistrats-là ne sont pas dans la définition
au sens strict du pouvoir de dire le droit. Eux ne disent pas le droit, ce sont les cours et tribunaux qui disent le droit. Vous voyez ? Donc ils concourent à l'administration de la justice, ils la font, mais ce sont des magistrats. Ça, je n'en disconviens pas. Donc, vous voyez, il faut nuancer. Ils ne sont pas exclus, mais il faut aussi rappeler qu'ils n'ont pas le même statut que les juges et les conseillers dans les cours. Il y a un statut d'indépendance, d'inamovibilité des juges. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'inamovibilité, il n'y a pas d'indépendance. Oui. Un juge que vous pouvez déplacer comme vous voulez n'est pas indépendant. Selon qu'il rende des décisions qui vous conviennent ou pas en âme et conscience, vous pouvez le déplacer. Non, l'inamovibilité des juges procède de leur indépendance. Et les magistrats Les magistrats du parquet n'ont pas l'inamovibilité, ça ne s'entend pas. Un magistrat du parquet, il y a l'unicité du parquet, l'indivisibilité du parquet. Un officier du ministère public, on peut très bien l'affecter ici, le rappeler ici, l'envoyer là, mais pas les juges. Les juges, même s'ils sont nommés à un poste de responsabilité auprès d'un parquet précis, mais il y a une unicité, il n'y a pas cette indépendance. Les magistrats du parquet ne sont pas indépendants, ils sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ils n'ont pas le statut de l'indépendance des magistrats du siège, des juges. Vous comprenez ? Ce sont les juges qui sont indépendants. Eux relèvent aussi... Les juges, eux, ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Mais les magistrats du parquet sont aussi soumis à l'autorité du gouvernement pour ce qui concerne la politique gouvernementale dans le secteur de la justice. On n'est pas dans Et donc il fallait clarifier un peu cela pour permettre... Parce que le but, c'est quoi ? Oui. C'est que le justiciable en tire profit. Non, pour l'instant, Voilà. Vous n'avez pas voulu à ce que j'évoque les contextes globaux, mais, Oui. Oui, par contre, ce n'est pas, les justiciables, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a eu, parce qu'on a entendu bien le FCC s'en prendre à la République des juges, tout ce qu'il y a eu comme procès ces derniers jours semble inquiéter le FCC et du coup, non, ce n'est pas ça. Et du coup, ces propositions de loi paraissent comme étant le bouclier que vous sortez face aux menaces que vous sentez par rapport à des dossiers en justice. Non, bon, vous savez, là, on est dans les spéculations. Ce qui est certain, John Gombois, c'est que la République des juges a une connotation péjorative. Oui. Il ne faut pas qu'on revienne ici dans notre pays inventer des choses. C'est l'FCC qui le disait. Hein. Non, oui, mais quand on utilise... Vous voyez, il y a des termes qui ont une bonne connotation et puis d'autres qui ont un sens péjoratif. République des juges, ça veut dire une société dans laquelle il y a un excès de judiciarisation de la vie en société et des abus de la part des juges. C'est la situation où les juges ont de fait trop de pouvoir et utilisent ce pouvoir non pas pour la bonne administration de la justice, mais pour régler des comptes aux politiques avec qui ils partagent n'est-ce pas, le pouvoir d'État, etc. C'est dans ce sens qu'on parle de république des juges. Ça n'a jamais été une expression valorisante, c'est une expression péjorative. Évidemment. Donc, tout comme nous ne voulons pas d'une république des politiques, d'une république... Donc, la république, elle doit être des citoyens, c'est ça que l'on veut dire par là. Donc, et ce n'est pas par ces propositions que nous faisons que nous allons empêcher la justice de faire son action. Par quel mécanisme ? La justice doit, nous sommes tous pour un État. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est au fait la politique qui veut régenter les pouvoirs judiciaires ? Rien qu'à voir les duels qu'il y a aujourd'hui, ces duels, j'allais dire fratricides, parce que c'est au sein d'une coalition entre le FCC et le CACH, on sent que les politiques sont préoccupés. Est-ce que d'une part, on utiliserait la justice comme bras séculier pour pouvoir régler des comptes politiques? D'autre part, est-ce qu'on n'utiliserait pas de loi pour pouvoir régenter cette justice aussi? Ah, mais votre réflexion est pertinente et profonde. Il peut y avoir de tout ça. Hein, indépendamment des cas particuliers, hein, je vous dis, ce sont des réflexes qui peuvent exister et qui existent certainement. Hein. D'un côté, ceux qui le peuvent
peuvent chercher à influer sur la marche de la justice. Vous savez, l'indépendance de la justice a toujours été une conquête inachevée, partout au monde, à plus forte raison dans des sociétés et des démocraties pas totalement consolidées au fil des décennies comme chez nous. Nous sommes une jeune démocratie. Quand on dit qu'on est une jeune démocratie, ça veut aussi dire, John Gombois, que notre justice n'est pas, dans les faits, aussi indépendante que cela, malgré les principes, et que donc les uns et les autres doivent chercher à ce que la justice soit plus ou moins accommodante. Et il faut faire attention. Nous dépassons. Nous allons au-delà de cette situation de recherche de situation accommodante, parce que nous pensons que le pays doit aller de l'avant. Il faut un état de droit démocratique, une justice opérationnelle, vraiment indépendante. Donc, il n'y a pas dans les valeurs des partis politiques une volonté affichée de caporaliser la justice. Nous voulons tous d'une justice indépendante. Mais alors, c'est ce spectacle qui est, j'allais dire, désolant, de voir une coalition au pouvoir Ouais. s'empoigner autour d'une réforme ou des réformes qui auraient dû être préalablement concertées. On a même entendu des déclarations du genre écoutez, si vous ne voulez pas de la coalition, nous allons aller dans la cohabitation. C'est extrême. Ça veut dire, écoutez, ben, Oui. on divorce. Et puis, dans l'autre camp, on a entendu aussi des propos, dans le camp cash, on a entendu des propos du genre c'est le moment de dissoudre le Parlement. Oui. Faut-il voire pire, c'est le moment d'envoyer des gens cassés, vandalisés, tués, pillés. On parle de mot d'ordre pour que des hordes d'inciviques descendent dans la rue et cassent tout. Je sais que l'UDPS, les présidents des jeunes de l'UDPS, il y a cette menace là. Le président des jeunes de l'UDPS a dit que ceux qui étaient sortis dernièrement dans la rue, ce n'étaient pas les membres de l'UDPS, c'est les citoyens. Mais bref. Même la direction nationale l'a dit. Et ils ont dit qu'eux n'ont pas encore donné de mot d'ordre. Oui, ils n'ont pas encore. Et que donc, si ça continue, ils vont donner le mot d'ordre pour que les vandales agissent et que les inciviques descendent dans la rue, pillent, tuent, cassent. Bon, évidemment, vous avez beau jeu de dire ça. Mais dites-nous, faut-il en arriver là? Je voudrais répondre ici Jacquemin Chabani, qui est l'un des cadres de l'UDPS. Il a dit, je le cite, « Il est extrêmement important que la coalition FCC-CACH donne de l'importance au dialogue interne à travers les comités de suivi autour... » Enfin, à travers les comités de suivi, bon, je ne connais pas trop les détails. Non, mais c'est exactement ça. Oui, voilà. Alors, vous ne trouvez pas que tout ceci, vous aurez dû aussi en parler en interne avant de donner ces spectacles, qui est quand même désolant pour ces pays? Je pense que les événements se sont un peu précipités, John Gombois. Je pense que la proposition de loi, les propositions de loi étaient là sur la table. Rien n'empêchait ceux qui étaient inquiets d'approcher leurs collègues et du Parlement et de la coalition pour en discuter. Je pense qu'ils sont tout de suite passés aux menaces, à l'intimidation. À ce moment-là, nous devons rappeler les valeurs de la République et de la nécessité, notamment, de protéger les institutions et leurs animateurs. Parce que si les animateurs des institutions, comme la population, mais ici pour le travail, pour la population, sont mis en insécurité, c'est la démocratie qui est en danger, c'est la République qui est en danger, c'est l'anarchie qui prend place et l'arbitraire. Donc il faut que nous nous ressaisissions. Moi je suis tout à fait pour le dialogue, mais face à des manœuvres d'intimidation, à un moment il faut aussi dire aux adversaires, mais tels qu'ils se comportent, sans jeu de mots, en tout cas aux partenaires et adversaires de circonstances, écoutez, si la coalition ne vous convient plus, dites-le nous, comme ça nous en tirons les conséquences constitutionnelles. Voilà, et la République peut continuer à aller de l'avant avec une majorité qui agit de manière cohérente et une opposition qui s'oppose, parce que
les amis. Oui, amis. Vous le dites parce que vous savez forcément que dans une cohabitation, vous aurez toujours les derniers mots. Oui, mais parce que aussi je sais que certains de nos partenaires sont manifestement plus doués dans l'opposition que dans la gouvernance. Alors, espérons qu'il y aura un sursaut au niveau de vos autorités morales, parce que finalement, la fréquence des crises devient de plus en plus courte, parce qu'on s'est rendu compte que, bon, on avait un peu plus de temps, mais aujourd'hui, les crises se rapprochent de plus en plus, et chaque fois, quand on arrive dans une situation de crise comme ça, il faut absolument que Félix Tshisekedi rencontre Joseph Kabila ou l'inverse, et qu'on trouve une solution, parce que, bon, en dessous, on dirait qu'il n'y a pas suffisamment des acteurs pour pouvoir assumer un certain nombre de responsabilités. Les responsabilités ne sont pas les mêmes. Les leaders, les autorités morales au sommet ont leurs responsabilités. Ce sont nos chefs. Et sur le plan de la vie de la nation, il y a d'abord le président de la République. Ça, c'est en tant que président de la République. Il est aussi le leader politique de Cash. Nous avons notre autorité morale, Joseph Kabila. À leur niveau, ils ont leurs responsabilités. Nous ne pouvons pas assumer la leur. Nous faisons valoir les intérêts du peuple congolais, les intérêts légitimes de nos familles politiques pour l'action, tels que nous le pouvons à notre niveau. Et moi-même, je suis ici, je fais partie de la direction d'un parti politique, de la communication du FCC, et nous avons aussi nos responsables directs, les professeurs Néhémie pour Mouilania, pour le FCC, moi, Emmanuel Ramazani Chadari au PPRD. Donc, chacun a sa part de responsabilité. Et quand je viens devant vous, John Gombois, engager la voix du PPRD et du FCC, parce que je parle officiellement en leur nom, c'est aussi ma responsabilité de bien expliquer ce que nous pensons sans être contredit par ma hiérarchie. Donc chacun fait sa part et nous savons que nous faisons les choses, nous au FCC, à quelque échelon que nous nous trouvons, de manière responsable. Nous n'appelons pas... vous voyez les déclarations de l'UDPS nous traitant de majorité artificielle. Nous avons toujours appelé au respect des résultats des élections. Mais vous en faites aussi autant, de toute manière, de ce point de vue. Non, pas du tout. Vous n'avez pas votre langue dans la poche, je ne dis pas vous, mais je parle du FCC. Quoi. Non, le FCC respecte les institutions, les résultats des élections. Nous respectons les résultats des élections. Mais mais quand vous dites ça, c'est une façon polie de dire, écoutez, nous allons nous assumer, nous allons donner la vérité des urnes en ce qui concerne l'élection du président de la République. Ah non, notre position est claire. Le président de la République a été dûment élu tel que la Commission électorale nationale indépendante l'a proclamé et tel que la Cour constitutionnelle l'a proclamé et investi, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas d'ambiguïté. De la même manière, nous avons obtenu une majorité écrasante à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça, c'est ce qui est officiel et acté et qui correspond à la réalité. On ne va pas revenir là-dessus. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Nous disons simplement que c'est de l'irresponsabilité de la part de nos amis de l'UDPS, notamment, de faire ce genre de déclaration, vilipendant le FCC à ce niveau-là, alors que nous avons quand même un devoir républicain de considération mutuelle, au-delà des divergences de fond sur les questions. Alors, vous allez nous dire, en regardant notre caméra, le credo pour terminer, comment voyez-vous l'avenir du Congo compte tenu de ce présent ici? John Gombois, à l'aube du 60e anniversaire de notre indépendance, l'espoir doit continuer à être entretenu. C'est vrai que les difficultés économiques et sociales de nos populations les font parfois désespérer, mais il faut continuer à entretenir l'espoir. Et c'est là, nous, acteurs politiques, que nous avons un rôle majeur. Que ce soit pour la justice, que ce soit pour l'économie, pour les avancées sociales et pour les besoins humains fondamentaux de santé, d'éducation, de transport, de logement, de pouvoir d'achat des populations, de sécurité de nos populations partout, notamment à l'Est, eh bien, nous devons continuer à croire au Congo du possible, au Congo
des avancées significatives, mais il faut un élan collectif au-delà des clivages. Et moi, je suis là pour participer à cela et aussi pour dire aux Congolais que nous ne sommes pas en politique. Je sais, vous avez entendu et vous entendez depuis longtemps des histoires d'enrichissement des politiques, mais sachez que tous les politiques ne sont pas dans cette logique. Nous ne sommes pas pour les voleurs en politique, nous ne sommes pas pour les détournements de fonds parce que, nous n'en avons jamais commis, je parle à titre personnel et pour tous ceux dans la classe politique, jeunes ou vieux, qui ne feraient jamais cela. On ne vient pas en politique pour s'enrichir, on vient en politique pour s'enrichir financièrement, on vient en politique pour aider la population et son pays. Merci Yves Kissomé. Merci à vous, John Gombois, merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Vous nous suivez de partout et vous avez raison. À très bientôt. Au revoir.